bien maintenant on reçoit une femme qui a fait de l'hôtellerie bien plus qu'un métier. On peut dire qu'elle en a fait un terrain d'audace, de discipline et d'humanité. Partie de la toute base, elle a gravi un à un les échelons jusqu'à diriger 2 établissements les plus emblématiques de Bourgogne, l'hostellerie de Levernois et le château Sainte-Sabine. Elle incarne un luxe simple, sincère, porté par des valeurs fortes et un profond respect du travail et des équipes. C'est Séverine Peteler-Belay, une trajectoire qui inspire et qui rappelle que tout commence toujours par un premier pas. Séverine, bonjour. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Écoute, j'ai été subjuguée par tous ces jeunes qui sont sortis de cette audace d'entreprendre. J'ai croisé une classe de CM2 et je leur ai dit super, des futurs chefs d'entreprise. Génial, tu as navigué autour des igloos, autour des ateliers. Oui, et puis même en sortant, il y a un monde incroyable et lorsqu'on voit ces jeunes là, sortir enthousiastes, avec plein de petites choses dans leur sac, dans leur tote bag, je trouve ça génial. Alors ça commence par là, peut-être l'entrepreneuriat. Exactement. Tout enfant, on remonte un petit peu justement dans ton enfance ou ton adolescence. Tu as le baccalauréat. Oui. Ensuite, tu pars à l'école hôtelière de Poligny. Oui. C'est ça, tu commences comme ça. Et puis tu pars à Édimbourg. Oui. À Édimbourg, qu'est-ce qui se passe là ? Alors en fait, Édimbourg, c'était plutôt le déclic, c'était un tout petit peu avant l'école hôtelière. Le déclic hôtelier s'est fait là-bas. Je suis partie comme fille au père. Et puis on devait aller voir la cousine de notre maman qui habitait à Glasgow. Et, très bel accent. Merci. Et donc on s'arrête pour prendre un train et j'étais avec ma sœur et on se balade. Il y a une rue très connue à Glasgow qui s'appelle, plutôt à Édimbourg, qui s'appelle Princes Street. Et dans cette Princes Street, il y a Prince Hotel. Et je me plante devant cet hôtel, littéralement, et je dis à ma sœur qu'un jour, je travaillerai dans un hôtel comme ça. Donc elle m'a ri au nez, parce qu'on était en première. Tu as quel âge ? Oui, tu as 16 ans, 17 ans. Voilà. Puis après l'école hôtelière, et puis après voilà. Incroyable, donc c'est vraiment un flash, une révélation. Un voyage aussi peut-être qui... En fait, je crois que lorsqu'on est enfant, c'est pour ça que c'est super important de voir tous ces jeunes qui viennent, enfants et adolescents. En fait, il y a toujours des petits signes avant-coureurs quand même. Alors moi, c'était pas l'hôtellerie, le signe avant-coureur, mais je me rappelle, et c'est rigolo parce qu'on n'avait pas du tout, l'attention d'évoquer ce sujet, mais maintenant que j'ai vu ces enfants en arrivant, je me dis, moi, le petit signe avant-coureur, c'était certainement la parfumerie que tenait ma tante dans le Loiret, à Gien, dans lequel elle avait plein de marques de luxe. À l'époque, c'était pas l'époque de ces grandes sociétés de distribution, il y avait des parfumeries familiales. Et j'adorais cet environnement luxueux, les parfums d'Yves Saint Laurent, Givenchy, Guerlain, et j'en passe, et des meilleurs. Et le bling-bling, Séverine. Peut-être un peu le bling-bling, mais le bling-bling luxueux. Et on n'est pas dans l'ostentation, mais le luxe, et peut-être après l'ultra-luxe, en tout cas j'ai quelque chose avec ça. Je pense que ça a été un des premiers signes. C'est dans ton ADN finalement, tu redécouvres ça depuis quasiment tout le temps. Bah oui, et peut-être grâce aussi à ma maman, je sais pas. Alors du coup, tu passes ton bac, tu vas à Édimbourg. Je passe mon bac, je vais à l'école hôtelière de Poligny, qui est une super école dans le Jura, et puis après je fais un master à Chambéry. Et ce master, je le fais pendant 2 ans. Et ensuite, c'est le groupe Hilton qui nous recrute jeunes diplômés, bac plus 4, bac plus 5. Il y a une espèce de formation qui s'appelle les Management Trainees, où ils nous recrutent à ce niveau-là d'études et ils nous mettent 18 mois dans un service pour nous former au futur métier de direction. Donc moi là, c'était Food and Beverage Training Manager. Et chez Hilton directement ? Oui, chez Hilton, pendant 18 mois. Incroyable. Et 18 mois, tu vis l'enfer sur Terre, mais à côté de ça, t'apprends comme jamais. C'était en Allemagne, je crois. Ça, c'était en France. C'était en France, celui-là ? Hilton Roissy-Charles de Gaulle. Et puis l'Allemagne, c'était un tout petit peu plus en amont, un petit peu plus avant donc, où là, j'ai fait un stage, parce qu'il y a plein de stages, tu sais. Ce qui est génial dans cette profession, c'est que notre parcours universitaire, ou même notre parcours post-baccalauréat est jalonné de stages. Et ça, c'est très important parce que ça nous met vraiment les mains dans le cambouis. Parce que ce dont tu parles là, par exemple, l'Allemagne, c'était un stage en 2e année d'école hôtelière dans un hôtel qui s'appelle Steigenberger Insel Hotel. Mais l'accent allemand est parfait aussi. Dans cet hôtel qui était au bord de la Bodensee, à
à Constance. Et là, j'ai été femme de chambre. C'est là où tu es femme de chambre. Voilà. Quand on dit on commence au plus bas. Voilà. Et là, c'est aussi, on se dit... alors, un truc de dingue. Femme de chambre, c'est dur comme métier. Bien sûr. C'est dur. Et ben, je te promets que depuis que j'ai fait ce stage, toutes les chambres d'hôtel que j'ai quittées dans ma vie, il y en a eu beaucoup parce que mon métier m'a fait beaucoup voyager, il me fait encore beaucoup voyager. Elles sont nickel. Mon lit n'est pas fait, faut pas exagérer parce que de toute façon, elles le défont. Ouais. Mais je te promets qu'il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui dépasse, tout est au cordeau. Toujours comme si c'était chez moi, et vu que je suis quelqu'un d'assez organisé, parce que je me dis que c'est quand même compliqué, parce qu'on voyait des choses... Alors, on en reparlera de ça, de ce côté partie de la base, et puis savoir comment ça, aujourd'hui, ça joue auprès des collaborateurs. Mais finalement, tu parles de ton parcours qui est presque fulgurant. Tu termines avec des très hautes fonctions sur 2 établissements majeurs de Bourgogne. Est-ce que l'hôtellerie, j'ai l'impression, hôtellerie-restauration, c'est encore des domaines où l'ascenseur social fonctionne encore super bien? Tu peux dire non, hein? Non, mais c'est archi vrai. C'est archi vrai. Moi, ces 2 établissements que j'ai rachetés, c'est pas mes parents qui me l'ont transmis. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que la transmission par la famille, c'est génial aussi, parce qu'on fait un autre travail derrière. Et ça, il faut vraiment tirer un vrai chapeau aux héritiers, entre guillemets, c'est-à-dire aux collaborateurs qui ont des parents qui ont... C'est beaucoup moins facile, je crois, de reprendre un héritage familial que de racheter... je crois. En tout cas, moi, je suis super persuadée. Parce qu'il y a la famille qui reste toujours un peu... qui a du mal à lâcher et tout. Exactement. Donc ça peut être aussi un inconvénient, mais c'est surtout un avantage parce qu'on est aussi très préparé. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsque j'ai fait de l'entrepreneuriat dans l'hôtellerie, j'ai attendu aussi si longtemps parce que c'est quand même des gros investissements. Ouais. C'est colossal, c'est 200 collaborateurs, c'est beaucoup 200 collaborateurs. Ouais. C'est une très grosse PME déjà. Oui, c'est une très grosse PME. Et c'est important de se dire, écoutez, voilà, là je suis prêt. Et puis de se dire aussi, et tu parlais de l'ascenseur social, se dire que les rêves peuvent se réaliser et j'en suis l'exemple, l'exemple sur pied. Donc on peut commencer femme de chambre, valet, puis chef d'équipe, puis chef de salle et petit à petit... Et monter. Moi, dans mon cas, c'est très simple. C'est 1995, je commence training manager. 2000, je suis... 97, directeur de la restauration Martinez à Cannes. Ouais. 2000, directeur général adjoint du Méridien à Bruxelles. Ouais. 2002, je passe aux RL. Et après, là, c'est le parcours qu'on connaît. Ça n'a été que RL. crescendo. Et que des rencontres. Alors c'est marrant parce que l'audace d'entreprendre, tu sais, c'est 4 mots. Découvrir, créer, reprendre, rebondir. Oui. J'ai l'impression que tu n'as jamais eu à rebondir là. Si, tu as toujours à rebondir. En fait, moi je pense que je suis que rebond. En plus, c'était mon sport. Et oui, on parlait. Basket avec les rebonds, on fait quand même que ça. Parce que là, tu es assise, mais tu es très grande, faut le rappeler. Donc, non, mais rebondir, tu fais que rebondir. Toi, tu parles d'un gros échec où tu te dis, oh là là, il faut que je... Et ça, par contre, je n'ai jamais eu dans ma carrière. J'ai eu des déboires, et j'en ai eu un que je peux raconter. Mais avec plaisir. Un truc dingue. Mais vous allez... En fait, si je le dis, j'ai peur de me dévoiler trop. Mais je vais le dire quand même parce que je trouve que c'est intéressant pour tous ces jeunes et tout l'auditoire. En fait, je finis le management trainee au Hilton Roissy Charles de Gaulle. Ouais. On m'envoie comme numéro 2 d'une grosse brasserie au Hilton Park Lane. Donc vous avez vu, on reste chez Hilton parce qu'ils nous forment 18 mois pour après nous transférer dans d'autres Hilton à travers le monde. Donc ça, c'est un super programme. Sauf que j'ai trouvé que le poste qu'on me proposait n'était largement pas à la hauteur de ce que je pouvais faire, voyons. Mais c'est bien d'avoir l'ambition, là. Donc, je me rappelle très bien être allée frapper à la porte du directeur de la restauration de ce fameux Hilton Park Lane et de lui dire en anglais, parce que c'était un anglais à l'époque, de lui dire, écoutez monsieur, si je ne suis pas votre adjointe dans une semaine, je pars. Il a levé Mais le toupet oui. Et tu as donc l'âge? Et là, j'ai, on va dire, 22 23 ans. Ouais, c'est ça, 23 ans. Mes parents m'ont disputé d'ailleurs, ils m'ont dit mais t'es folle d'avoir dit ça. Mais enfin, j'y suis allée, je lui ai dit écoutez voilà, si je suis pas votre assistante dans une semaine, je pars. Il m'a regardé tellement il était scotché.
Il m'a dit, partez. Eh ben voilà, et donc tu es partie. Ah c'était le meilleur truc qu'il a pu. Alors j'étais super vexée, mais c'est le meilleur truc que cette personne m'ait dit. Parce que derrière MKG Consulting, je deviens consultant junior dans une grosse entreprise de marketing qui a encore pignon sur rue et qui est reprise maintenant par c'est Georges Panayotis, le papa. Maintenant c'est son fils, Vangelis Panayotis, qui est un jeune génial, qui a bien rebondi avec les affaires de son papa. Donc je vais travailler pour ce MKG Consulting. Figure-toi que j'avais toujours dit que le marketing, la commercialisation, jamais, c'est pas pour moi, je sais pas à quoi ça sert. Enfin bon, tu vois, surtout le discours qu'il faut jamais tenir. Là, ils m'embauchent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que j'avais le look 5 étoiles. Mais je dis, c'est quoi le look 5 étoiles ? Vous savez dire bonjour madame, bonjour monsieur. Et puis après, j'ai eu fait que les études de marché de 5 étoiles. Je faisais tous les clients mystères dans les 5 étoiles, les hôtels barrières, les vols Air France en business, tout ça parce que j'avais un peu d'aplomb. J'étais jeune, mais j'avais un peu d'aplomb. J'ai envie de dire, tu avais de l'audace surtout. Et ça, c'est encore un... voilà, tu vois, l'audace d'entreprendre. Mais en fait, je pense que je suis beaucoup audace quand même. Mais alors, il y a une très grande question de confiance en soi, parce qu'on ressent qu'il se dégage de toi une confiance en soi à toute épreuve. Oui, assez. C'est pas ça la clé du succès aussi ? On parlait de rebond, alors sans forcément parler de gros crash, mais tu as confiance en toi. Ah oui, ça c'est super important. Et si on l'a pas, comment on fait ? Mais ça s'apprend. D'abord, la confiance en soi s'apprend. Elle s'apprend tous les jours. Tu l'apprends au travail. Ne serait-ce que par une tâche que tu déroules bien, que tu fais bien, sur laquelle on te félicite, ça il faut prendre. Il faut tout de suite prendre et ça te donne confiance. Et puis la confiance en soi, c'est aussi quand on fait une erreur et qu'on s'en rend compte et on se dit, là, je me suis gourée. Reconnaître ses erreurs. Voilà. Et ça aussi, ça apporte de la confiance en soi. Parce qu'on connaît ses limites. Et à partir du moment où on connaît ses limites, c'est quand même vachement plus simple. Alors, il ne faut pas confondre la confiance en soi et l'imposture ou le fait de s'imposer. On est d'accord que la limite est parfois ténue. Oui. Mais en fait, pour tout avouer, l'imposture, c'est quand même un peu ce qui s'est passé avec le Hilton. Non, je dirais c'est plutôt du culot. Oui, mais... Tu n'as pas pris la place de quelqu'un d'autre en faisant mine que... Non, tu as raison. Donc c'est vraiment l'audace, la confiance en soi et être sûr que ça va marcher. C'est-à-dire se projeter en se disant, j'y vais, je tente ma chance, je tente le tout pour le tout. Oui. Et alors Marie, il y a quelque chose que je dis souvent à mes collaborateurs ou à une audience de jeunes quand je donne des cours à l'université ou que je dois transmettre. Je leur dis souvent, vous savez, lorsqu'on vous propose un poste et que vous êtes mortifié de peur, il faut y aller. Il faut foncer. J'en étais sûre que tu allais me dire ça. Beaucoup d'entrepreneurs disent ça. Je crois que c'est la femme d'Eisenhower qui disait d'ailleurs, la seule chose qui peut vous pousser à faire quelque chose, c'est d'en avoir peur. Oui. Et ça, j'en suis convaincue. C'est le seul sentiment qui est bon, finalement. Oui, parce qu'en fait, ça te laisse sur tes gardes, ça te donne envie de ne pas décevoir, ça te donne envie de foncer, ça te donne envie d'être à ta place, ça te donne envie de prouver qu'en fait, c'est toute une série d'actions qui sont vraiment bénéfiques pour avancer puis pour réussir. La peur, oui. L'angoisse, le stress, non. Non, mais l'angoisse, le stress, si c'est il en faut un petit peu. Il ne faut pas une grosse dose de stress, mais l'angoisse, le stress, c'est quand même des sentiments dans une carrière professionnelle. Moi, quelqu'un qui te dit qu'il n'a jamais été angoissé, jamais stressé, c'est un menteur ou une menteuse. Mais c'est un sentiment plutôt négatif. Mais c'est un sentiment négatif, mais que tu peux réussir et qu'il faut essayer de contrôler. C'est-à-dire que si ta carrière n'est qu'angoisse et que stress, ça c'est un vrai sujet. Il faut surtout changer de boulot. C'est sûr, on est d'accord. Voilà. Alors que la peur, il est vrai qu'on peut en voir un côté très positif, exactement. Un carburant, un moteur pour dire je vais dépasser ma peur. Et quand on dépasse sa peur, la plupart du temps, on réussit. Oui. Et puis quand on dépasse sa peur, si on a peur, c'est souvent montrer qu'on a la capacité de le faire. C'est se montrer qu'on a la capacité de le faire. Si j'ai peur, c'est-à-dire que je veux faire bien, donc foncièrement la capacité va arriver. Ou elle l'a, d'ores et déjà. C'est un mindset, quoi. Oui. Ça, c'est très important, évidemment. Et je crois que le sport, pour moi, est un véritable carburant aussi. D'avoir fait du basket en compétition. Oui, mais on parlait tout à l'heure, il y avait un pilote de chasse à ta place, on parlait des liens qu'il y avait entre pilote et aéronautique et entrepreneuriat. Je crois évidemment aussi beaucoup entre sport et entrepreneuriat. Oui, parce que ça permet le dépassement de soi, ça permet de travailler en équipe. L'esprit d'équipe, bien sûr, le leadership quand même. Et le leadership.
Donc, et même lorsque c'est parce que oui, il y a des jeunes qui pourraient me dire oui, mais vous savez, là c'est un sport d'équipe. Comment on fait quand c'est un sport seul? Mais un sport seul, il y a toute une équipe autour. Tu as un tennisman, une tenniswoman. Il a son coach, son préparateur. Tu as un coach, tu as un préparateur physique, tu as un kiné, donc c'est une équipe autour de lui. Donc il est habitué aussi à travailler en équipe. Donc encore une fois, les valeurs du sport se retrouvent beaucoup chez l'entrepreneur. Oui. Pareil, la peur de faire son match, la peur de perdre. La peur de perdre. Le bonheur de réussir aussi. C'est exactement les mêmes. Donc tu penses que ça marche pas tous les coups. On n'a pas que des journées où tout se passe bien, hein, malheureusement. Donc. Mais voilà. tu penses déjà au coup d'après et. Exactement. Puis une journée qui se passe mal, moi je me dis quoi, de toute façon, elle est foutue. Elle est foutue. Demain sera un autre jour. J'aime bien cette manière de penser. Voilà, donc t'attends que ça passe. C'est ce que je me dis, bon, on va attendre que ça passe, c'est à que 24 heures. Si c'est à 18 heures, il me reste plus grand-chose. Si c'est un peu tôt dans le matin, c'est pas très grave, on fait autre chose. C'est bien ça. On revient sur ta carrière. Donc tu en as parlé, tu rejoins MKG Consulting, le Martinez à Cannes, et enfin le groupe RL avec les prestigieux hôtels qu'on connaît. À un moment donné, tu quittes cette carrière, on va dire, internationale pour te lancer dans l'entrepreneuriat hôtelier en Bourgogne. Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais en fait, ça a été absolument fantastique parce que j'ai travaillé pendant 15 ans aux côtés d'un homme d'affaires qui s'appelle Stéphane Courby, qui est un génie d'homme d'affaires, qui est un monsieur avec qui j'ai eu un plaisir immense à travailler et auquel je dis en 2017 que j'aimerais bien avoir mon propre projet. Il me dit, écoute, quand tu es prête, tu me le dis. Et j'ai été prête en 2019 et au moment où je lui donne ma lettre de démission, il me dit écoute, moi je viens avec toi. Je commence ça, je viens avec moi, je te partais. Il me dit non, je souhaite devenir l'un de tes associés sur l'affaire que tu es en train de monter. Donc mon employeur est devenu mon associé. Et ensuite, quelle marque de reconnaissance et ça va avec le personnage quoi. Voilà, c'est sa description, brillant. Est-ce que ça t'a aidé dans le fait de te lancer, évidemment, la peur? Bien entendu, quand on sait qu'on a son employeur depuis 15 ans pour lequel vous voyez une admiration sans faille, puis un gros personnage, quoi. Voilà, et qui vient avec vous, là, ça vous... Voilà. Et ensuite, en 2019, 2020, même 21, je dis, écoute, moi je suis prête à faire maintenant Je voudrais, j'étais à l'aube de mes 50 ans, je dis, j'aimerais bien pouvoir être propriétaire de mes hôtels un jour. Génial. Et là, il me dit, alors comment est-ce qu'on fait ? Je fais, est-ce que tu peux me racheter les actions, en tout cas les actions qui m'appartiennent de la société que nous avons construite ensemble. D'accord. Et donc, il m'a racheté toutes mes actions. Ça t'a fait de la trésorerie. J'ai jamais fait de la trésorerie. Ouais. Et l'entièreté de cette trésorerie est partie dans les deux affaires que j'ai rachetées. Et alors, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les affaires que j'ai rachetées, je les ai rachetées à mon premier mentor. J'avais fait mon premier stage en 1991 avec Jean-Louis Bottigliero dans un hôtel en Côte d'Or. Et lui, après, est devenu propriétaire de l'hostellerie Le Vernois et du château Sainte-Sabine. Et je lui rachète, 30 ans plus tard, je lui rachète ses maisons. C'est-à-dire que c'est des dates clés. Y a ça. Alors moi, j'y crois pas trop, mais c'est Jean-Louis 30 ans plus tard, Oui, c'est Jean-Louis Bottigliero qui m'a fait penser à ça. Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que tu es né en 1971 dans le département 21, qu'on se rencontre en 1991 et qu'en 2021, tu rachètes mes affaires? Alors j'ai dit oui. Pourtant, j'ai pas de superstition par rapport au il y a le chiffre 1 qui revient. Il y avait le chiffre 1 qui revient. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi. Tu n'accordes aucune importance à ça? Absolument. Aucune. Très pragmatique, Séverine, je te sens vraiment... Aucune. Mais alors, c'était sympa de le dire. Ouais, non, mais oui, mais c'est très bien. Je le répète, donc foncièrement, c'est peut-être... Il faut peut-être t'attendre à quelque chose en 2031. Oh, avant. Je te souhaite avant. Justement, là, tu passes le cap, tu deviens propriétaire directement de deux très, très, très belles maisons, j'ai envie de dire. J'allais te demander si c'était de l'inconscience, mais non, puisque tu rachètes finalement avec ce joli coup financier que t'a permis ton associé qui ne rachèterait pas. Tu as trouvé que c'était de l'inconscience, là, ou de l'audace ou... Alors, il y a plein de personnes, et c'est une des questions que tu vas pouvoir peut-être poser, ou que tu me poseras certainement, ou tu vas me dire, mais en plein après Covid. C'est vrai que c'est le Covid en plus. Ouais. Tout le monde me dit ça, mais moi, alors, autant te dire que la Covid... Covid oui. Non, bon, c'est la Covid, je crois. Je sais plus. Peu importe. En tout cas, j'y ai absolument pas pensé. Parce que si tu commences à te dire, je vais investir... Le contexte. Plusieurs millions d'euros. Ça, c'est mes parents qui m'ont dit ça, par exemple. Est-ce que tu es sûr, la période... Mais c'est normal, je suis c'est sûre les parents, de rien, ça. en fait, en gros.
T'es sûr de quoi quand t'entreprends? Tu entreprends, tu n'es sûr de rien. En revanche, Tu es sûr d'entreprendre, voilà, ça? tu es sûr d'entreprendre, tu es sûr du travail que tu as effectué avant pour que normalement ça fonctionne, mais de dire, avoir la certitude que ça va fonctionner, personne ne l'a, hein, je te mets à l'aise. Il y a des business qui sont plus, voilà, où tu sens que ça va mieux aller que d'autres, mais voilà, après, il y a quand même toujours une petite part d'incertitude dont il faut prendre compte, donc, Ouais. à laquelle il faut, quoi, la Ouais. part d'incertitude, tu dois y penser. Donc la Covid, pour toi, Bah, la Covid, c'est la Covid. De toute façon, à un moment, on était tous stock. On était, tu vois, Ouais. on était voilà, entre les Mais au moins, masques, t'as les eu- machins. Mais moi, voilà, c'était. ça a peut-être donné le temps et le tempo de penser, de réfléchir un petit peu plus longtemps, de ne pas se Non, précipiter. ça m'a donné le tempo. C'est mes enfants qui diront ça. Eux, pour eux, la Covid, il y a plein d'enfants pour lesquels c'était traumatisant. Moi, absolument pas. Parce que c'est les plus beaux moments Eh qu'on oui. ait pu passer où j'étais 24 heures sur 24 avec eux, ce qui n'arrivait jamais. Et après, ça a permis aussi d'avoir le temps de De finaliser ce réfléchir, hein, projet. exactement. Donc ça, c'est vraiment finalement une belle période. La pandémie, pour toi, c'est synonyme Alors, de rachat de ces maisons. Voilà, après, voilà, c'était quand même économiquement Bien super sûr. compliqué pour tout le monde. Mais Oui. tu sais, je crois que c'est important de toujours trouver un côté positif, un côté très négatif, parce qu'autrement, on s'en sort pas. Hein. Alors c'est marrant parce que tu sais que la Covid, normalement, je crois qu'on a compris qu'elle venait de Chine. Oui. Et le mot crise en Chine, c'est le même mot pour dire renaissance. Ah, d'accord. Alors j'ai appris ça pendant le Covid, justement. Oui. Pour eux, c'était pas du... Nous, on l'a pris évidemment en tant que franco-français comme Oui. la catastrophe Oui. interplanétaire. Oui. Pour eux, le mot crise en chinois, c'est la renaissance. C'est de dire, ça n'existe plus, Oui, on va retrouver autre on va chose. retrouver autre chose. Donc tu vois, je te rejoins sur le côté, voilà, c'est de toute manière, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Exactement. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on pleurniche chez nous à faire Exactement. du pain qui est pas bon en plus? Donc tu vois. Donc pour toi, voilà, cette période-là, c'est quand même synonyme de succès, de réussite, de rachat de ces De maisons. ces deux quoi. entreprises, oui. Alors, une question, on l'a un petit peu évoquée tout à l'heure, par rapport à tes débuts en tant que femme de chambre. On sait que l'hôtellerie, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Oui, j'ai été très jeune aussi à un moment donné. C'est parfois un univers impitoyable, on est d'accord? Est-ce que toi, justement, ton expérience d'être passé step by step fait que tu traites tes collaborateurs de manière un peu différente? Est-ce que tu les respectes plus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur, on va dire, le management en hôtellerie-restauration. Est-ce que c'est une question, ça, toi, qui te touche Oui, plus que personne, particulièrement. voilà, que quelqu'un d'autre? Alors, d'abord, ça a beaucoup évolué. Hein. Mais c'est vrai qu'on a tellement entendu des trucs un peu près Ouais. dingues, surtout dans les cuisines. Surtout dans les cuisines, ouais. Voilà. Je pense que vraiment, depuis 10-15 ans, 10 ans, les choses ont quand même vraiment évolué. Nous, Ok. il y a plein de choses qu'on fait Ouais. pour que... Et puis, tu sais, il faut se dire aussi une chose, c'est que nous, dans un hôtel, tout seul, on peut rien faire. Hein. Si moi, j'ai pas 200 collaborateurs, ou alors on va dire on a 200 bulletins de salaire à effectuer, par exemple au mois d'août, qui est la plus grosse période, donc Ouais. c'est-à-dire 200 collaborateurs à la plus haute période. Et puis si... je suis toute seule et qu'il y a 199 personnes qui manquent, je peux rien faire. Donc moi, mes collaborateurs, c'est super important. Alors, Est-ce qu'on peut dire que tu les chouchoutes? c'est à eux de le dire. Vu le peu de turnover qu'on a, je dirais oui. Je pense que j'ai un management plutôt... je pense que je me décrirais comme une manager. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc je suis plutôt quelqu'un de direct, c'est-à-dire que les choses sont dites de façon claire et précise. Mais à côté de ça, ce qui fait passer la clarté et la précision de mes dires, c'est le fait que j'ai toujours le sourire et que je suis très souvent, mais on va dire 98% des cas, joyeuse et de bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un je suis heureuse de vivre, donc je pense que ça, mes collaborateurs le ressentent. Après, je suis très attachée à l'égalité homme-femme. D'accord. Je suis très attachée à nos environnements sociaux. Ok. Voilà. Et je le suis de plus en plus depuis que je suis chef d'entreprise. C'est très important dans le côté un peu, Au partage de la valeur. Ouais. Ça, c'est super important. Responsabilité sociale de l'entreprise, tout ça, Exactement, RSE, au ces fait questions. que, tu vois, là, cette année, moi, je vais être ravie on a eu une participation record pour nos collaborateurs. Super. Et moi, je trouve que c'est génial de se dire qu'on a tout ce montant-là qu'on peut partager entre, je sais pas combien de collaborateurs. C'est génial de dire ça, de dire moi, voilà, j'adore. on a créé de la richesse Exactement. Et on la partage. et on la partage tous Exactement. ensemble et on fait la fête tous Oui. ensemble et on se fait plaisir tous Oui. ensemble. C'est chouette de voir une femme entrepreneuse qui n'a pas de tabou. J'en ai c'est rare. peu, oui. Après, je suis très attachée aussi à tout ce qui est problématique de grossesse.
Ok. J'ai toujours dit à mes collaboratrices, je veux absolument pas... je veux dire, ça fait partie de notre vie. On peut être maman, on peut continuer à travailler en étant maman. Il y a des ajustements à faire, mais je dis, Tu as l'écoute de ça. Oui, je dis promettez-moi de ne jamais arriver dans mon bureau en ayant peur de me dire que vous êtes enceinte, quoi. Déjà, vous le dites que vous l'annoncez à une femme chef d'entreprise qui est elle-même maman. Donc, enlevez-vous cette peur, enlevez-vous cette crainte. En plus, c'est une super période de sa vie. Donc, Et toi, tu es capable, évidemment, d'adapter les emplois du temps, les tâches à faire avec tes collaborateurs. C'est même pas, pour tout avouer, ça se fait. Il n'y a même pas besoin de mon intervention. Ça se fait de façon naturelle sans moi. Mes collaborateurs en charge le font. Je n'ai pas de souvenir depuis 4 ans. Quelqu'un est venu me voir en me disant on n'a pas adapté ma situation. Oui, ça va pas, je me sens pas mais bien. On ne peut plus faire ça. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui n'a pas compris qu'on devait aussi s'adapter à nos collaborateurs, ça c'est une vraie problématique de ressources humaines. On est obligé. Donc télétravail, donc congé paternité. Alors le télétravail, donc nous on est par bonheur, toi, tu peux pas. On y échappe. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas du tout gérer. Mais tu dis, il faut comprendre aussi que la valeur travail, moi, on parlait de Covid tout à l'heure, je trouve que le Covid a changé quelque chose, hormis du fait qu'on remange du pain qui n'est pas fait par nous-mêmes, et donc oui. Le pain est meilleur. Oui. Ça a changé la valeur travail. Oui. La valeur travail a quand même reculé. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Mais en réalité, le travail passe pas en second, mais en réalité, c'est plus... Alors, je dirais pas que le travail passe en second. Je dis on a souvent des jeunes personnes avec lesquelles on doit vraiment s'expliquer de façon claire et honnête pour savoir ce qu'elles souhaitent faire et comment elles souhaitent le faire. Mais nous, on a quand même toujours des moments où on devra travailler à Noël, travailler au Nouvel An, mais on essaye d'adapter aussi l'entreprise. Pour les jours de congé, on a un sujet presque, dès qu'on est arrivé dans l'entreprise, par exemple, on a fermé le restaurant gastronomique 2 jours par semaine. Parce qu'on trouvait que c'était quand même... c'était trop... C'était mieux pour les équipes de pouvoir se reposer en même temps. C'était moins problématique pour tout le monde. C'est-à-dire que les équipes étaient contentes. Nous, de toute façon, c'était pas non plus un gros sujet. Souvent, ces décisions qui sont prises en adéquation avec nos collaborateurs les attentes des collaborateurs et bien entendu ce qu'on doit à l'entreprise, je te promets que c'est souvent des décisions qui sont souvent en corrélation. Évidemment. Donc tout le monde dit oui, mais c'est plus pour ces sujets RH. Non, si c'est un sujet RH, c'est aussi un sujet d'entreprise, mais les deux en même temps font que la décision, c'était la bonne à prendre. Est-ce que tu penses qu'être une patronne, c'est plus sympa que d'avoir une patronne, c'est plus sympa que d'avoir un patron? Non, moi je pense que c'est... Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir cette écoute? Par exemple, tu parlais, c'est une sorte de sororité finalement, tu parlais des autres collaboratrices féminines qui peuvent... c'est peut-être quelque chose qu'il faut poser une question, tu vois, ça c'est peut-être un sondage ou une question qu'il faudrait poser à des collaborateurs dans des entreprises, à leur dire est-ce que vous pensez que... Et puis peut-être que nous, ça nous fera peut-être faire un travail, y compris hommes et femmes, chefs d'entreprise, pour se dire voilà comment on est perçu, voilà comment on est vu, comment est-ce qu'on peut réajuster le curseur. Tu penses qu'il y a une manière de manager qui est différente? Moi j'ai l'impression de l'extérieur. Toi, tu penses? Ouais. Moi, je sais pas. Parce qu'on n'est pas fabriqués tous de la même manière et que... je sais pas. Je crois pas. Toi, tu t'es jamais fait la remarque dans ta carrière de te dire je suis femme entrepreneur, donc c'est plus facile ou c'est plus difficile? C'est plus difficile. Ça, oui, c'est certainement. C'est certain, voilà. Ouais. Parce qu'on a une casquette qui est importante, c'est foncièrement porter nos enfants, mère de les famille, mettre au monde. Ouais. Après, il y a des pères de famille, c'est pas d'autre, mais déjà, c'est quand même costaud d'une grossesse pendant une période professionnelle, 2, 3, 4, 5. Je veux dire, on a des sacrées casquettes. Hein. J'ai l'impression que quand on est femme, que ça soit chef d'entreprise, pas chef d'entreprise, il y a quand même un certain nombre de tâches qui sont qui sont difficiles, qui sont plus difficiles. Tu crois qu'il y a encore des préjugés sur les femmes chefs d'entreprise? Sur des préjugés sur les femmes. Je vais te dire quelque chose, malheureusement. Cette égalité parfaite homme-femme, on ne l'atteindra jamais avant un siècle. Moi, ce que j'essaye de faire dans mes entreprises, c'est la parité,
travail égal, salaire égal, et qu'on soit à peu près le même nombre d'hommes que de femmes. Ça déjà, il y a peu d'entreprises qui le font. Hein. Oui, mais je trouve que c'est super important. Et c'est dommage qu'on doive en passer, tu sais, par l'égalité, l'index homme-femme, qu'on doive passer par la loi, en fait, pour faire ça. Mais quel dommage, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que nous, on y est Quand tu vas dans les pays du Nord, tu as fait le tour du monde, je présume, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui fait que là, on bloque, nous, encore un peu Je sais pas, je pense que c'est un peu notre côté judéo-chrétien. Ouais. Ancien Gaulois, tu sais, qui partent un peu. Ouais. Mais c'est dommage parce que l'envie est là, je pense, chez les hommes, chez les femmes, il y a une envie d'avancer, mais on le voit, tu sais, il y a quand même des questionnaires qu'on doit remplir tous les ans concernant l'entreprise, où tu as toute une série de questions qui évoquent ces sujets, où on nous demande dans nos entreprises la parité, voilà, c'est important. Oui, mais on parle beaucoup. Oui. Et toi, tu agis, en l'occurrence. J'essaye, j'espère, et je suis contente de le faire. Il y a la parité exacte ? Alors pas tout à fait, je pense qu'on a un peu plus de femmes. Mais salariale en tout cas, oui. Ah, salariale, c'est même ça pour moi. L'honnêteté, la transparence et la justesse, ça c'est mes valeurs entrepreneuriales. Ça je veux même pas y échapper. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais n'importe quoi. Je prends un poste de chef de rang, un chef de rang homme et un chef de rang femme. Travail égal, salaire égal. Mais j'allais te demander, c'était une de mes dernières questions. Quand tu prends une décision difficile, quelles sont les valeurs qui te servent de boussole ? C'est ça là. C'est ce que l'honnêteté, la justesse. Ça pour moi c'est non négociable. C'est non négociable. C'est non négociable. Oui. Écoute Séverine, pour dernière question, tu as vu, on retombe sur nos pattes. Quand tu es venue, tu as vu des gamins qui avaient plein de sortes d'outils dans leur tote bag, comme tu disais. Qu'est-ce que tu dirais aux gamins que tu croiserais aujourd'hui et qui, alors ils sont venus ici, ils vont découvrir à leur petit niveau, mais qui voudraient se lancer, peut-être un petit peu plus âgés, qui a 17-18 ans. Une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle est la clé ? Quel est le mantra qu'il faudrait partager ? Je dirais ce que je dis à ma fille de 13 ans. Qui fait déjà 1 mètre. Qui fait déjà 1m84. 84, voilà. Donc qui sera une grande petite fille. Voilà, une grande petite fille. Je lui dirais un mot qu'un des secrétaires de l'ONU a dit. Si on continue à avoir que des hommes qui traitent les problèmes scientifiques, les maths, la physique, la chimie, on construira un monde d'hommes avec des hommes. Il faut absolument que les jeunes filles se mettent à embrasser toutes ces carrières scientifiques, mathématiques, pour que notre monde... Politique aussi, mais là c'est encore différent, mais surtout qu'on puisse construire dans un monde qui soit fait et pour les hommes et pour les femmes. Et voilà, on le voit, tous les conflits mondiaux qu'on a encore autour de la planète, peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir... et si c'était des femmes ? Plusieurs femmes autour de la table de négociation. Est-ce que vous en avez vu beaucoup, vous ? Là, il n'y en a plus, si ce n'est en Europe. Mais bon. Donc, à mon avis, je pense que la gestion des conflits, elle se fait aussi par là, y compris dans les plus hautes sphères. Et arriver à faire ce fameux empowerment qu'on a du mal à faire, et le monde irait un petit peu mieux, quoi. Donc, n'ayons pas peur et avançons. Même si la peur, elle va nous faire avancer. Et la peur, elle fait avancer. Merci beaucoup Séverine, c'était extrêmement enrichissant. Je suis ravie d'avoir un petit peu plus découvert ta carrière. Merci. On se dit à bientôt. Puis n'hésite pas à continuer ta petite balade autour des igloos de l'audace d'entreprendre. Merci, parce que la journée n'est pas finie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Marie.